Merci, chers collègues. Monsieur le Président, mes chers collègues, les entretiens que nous avons réalisés à New York ont révélé une situation qui peut sembler assez paradoxale. Tout en constatant la crise réelle du multilatéralisme, nos interlocuteurs réaffirment tous leur attachement sincère au cadre multilatéral et la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies. Certes, les États parviennent encore à s'accorder sur des sujets importants, comme en témoigne la signature récente des traités sur la haute mer et la biodiversité marine et celui sur la lutte contre la cybercriminalité. Pour autant, les antagonismes croissants sur les crises majeures, je pense bien entendu à la guerre en Ukraine ou au conflit israélo-palestinien, paralysent les organes onusiens, au premier rang desquels figure le Conseil de sécurité. Ces blocages se sont accentués depuis le début des années 2010 avec l'intervention militaire en Libye, pourtant effectuée sur la base d'un mandat de l'ONU. Sur la dernière décennie, 49 vétos ont été posés sur des projets de résolution qui concernaient principalement la situation au Moyen-Orient. C'est 4 fois plus qu'entre 1994 et 2003 et 3 fois plus qu'entre 2004 et 2013. Ces clivages sont par ailleurs progressivement devenus structurels. Ils s'étendent désormais à des enjeux qui parvenaient encore jusqu'à ces dernières années à rassembler les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, les projets de résolution relatifs au conflit au Sud-Soudan, aux sanctions visant la junte militaire au Mali ou à la condamnation de la prolifération d'armes nucléaires en Corée du Nord, tous entravés par des vétos russes. De son côté, les États-Unis se sont opposés à de nombreuses résolutions, s'agissant par exemple de l'admission de la Palestine comme État membre de l'ONU. Ces lignes de fracture représentent un double danger. D'une part, elles alimentent les déceptions et les frustrations très importantes quant au rôle et à l'utilité très concrète de l'ONU pour résoudre les crises sécuritaires auxquelles elle est confrontée. Ce sentiment d'impuissance provoque légitimement l'exaspération des États, mais surtout le désarroi des peuples, comme nous l'avons très justement rappelé avec l'ambassadeur ukrainien que nous avons auditionné. D'autre part, cette situation nourrit une grille de lecture opposant le Nord à un prétendu Sud global, dont la Chine et la Russie revendiquent le leadership. Pour moi, la Russie, ce n'est pas le Sud global, mais ça, c'est une parenthèse. En accusant les États occidentaux de tous les maux, notamment celui de tenir un double discours, selon qu'il s'agisse du conflit en Ukraine ou au Proche-Orient. La voix de la France à l'ONU doit s'attacher à déconstruire ces récits et à sortir d'une logique d'affrontement entre blocs. Nos échanges avec les ambassadeurs indiens et brésiliens ont montré à quel point la France était encore perçue comme une puissance d'équilibre sur la scène internationale, héritière de la politique étrangère du général de Gaulle, en refusant tout alignement sur un camp ou un autre. Notre rapport de mission relativise d'ailleurs la cohésion de ces deux blocs au regard des multiples disparités, qu'elles soient économiques, idéologiques, sociétales, qu'on peut constater. On pourrait d'ailleurs retourner l'accusation de double discours envers certains pays du Sud global qui ont la condamnation à géométrie variable lorsqu'il s'agit par exemple d'actions de la Russie ou de la Chine. L'action de nos diplomates à l'ONU, que je tiens à saluer ici pour leur professionnalisme et leur dévouement sans faille, montre que la France ne tient pas un double discours. Nous assumons nos positions sur tous les théâtres de conflit. Nous avons par ailleurs de nombreux atouts à faire valoir aux Nations Unies, grâce notamment à la francophonie qui est un important levier d'influence. Je rappelle que la France est l'une des 6 langues officielles des Nations Unies et l'une des 2 langues de travail, même si, dans les faits, la domination de l'anglais est écrasante. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, bénéficie par ailleurs d'un statut d'observateur aux Nations Unies et l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a entrepris des démarches pour obtenir le statut d'observateur. Je précise aussi que les ambassadeurs des missions permanentes des pays francophones à New York se réunissent régulièrement au sein du groupe des ambassadeurs francophones au vu de promouvoir le multilinguisme aux Nations Unies et de contribuer à une concertation qui enrichit les contenus des grands débats internationaux. L'usage du français doit être ainsi réaffirmé en dépit des restrictions budgétaires qui fragilisent le recours à l'interprétariat au sein des organes onusiens. Ces éléments peuvent paraître anecdotiques à l'heure où les crises sécuritaires se multiplient, mais je crois cependant qu'ils doivent être pleinement pris en compte afin de permettre à notre pays de préserver sa capacité d'action sur la scène internationale. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue Kevin.